Donc, bienvenue à cette soirée dans laquelle on va y avoir une première partie dans laquelle on va parler du plan d'intervention. On va parler aussi du plan d'intervention volet transition vers la vie active parce qu'on va parler du passage vers le secondaire. On va parler du niveau scolaire de l'élève, donc la modification des attentes. Et il va y avoir aussi une portion en lien avec les trajectoires scolaires dans le passage vers le premier cycle du secondaire. Donc, cette première partie-là va avoir une durée d'environ jusqu'à 19h50 et il va y avoir une deuxième partie qui est réservée pour des parents qui ont reçu un lien particulier, là, un lien Teams là, pour assister à la deuxième portion. Pour votre information, l'ensemble de l'enregistrement sera déposé sur le site du Centre de services scolaires. Et puis, étant donné que c'est enregistré, le clavardage est fermé, la question-réponse, le volet question-réponse est fermé étant donné qu'on est limité dans le temps. Toutefois, ceux et celles qui auront accès à la deuxième portion, là, il y aura une possibilité d'échange. Avant de poursuivre, je veux quand même faire le chemin dans lequel vous pourrez retrouver l'ensemble des informations. Donc, je vais partager mon écran. Donc, quand vous arrivez sur le site du Centre de services scolaires, vous avez une petite loupe dans le haut. On vous invite à venir inscrire plan d'intervention. Donc, il y a deux mots-clés dans lesquels vous pouvez retrouver l'ensemble de la documentation, soirée de parents ou plan d'intervention. Pour l'exemple, ici ce soir, j'ai tapé plan d'intervention. Donc, vous avez tous les renseignements. Qu'est-ce qu'un plan d'intervention? Quelle est la démarche étape par étape? Mais on va la voir plus loin. Et pour les parents, vous avez un feuillet parent, feuillet élève. On va le voir plus tard. Et vous avez les différentes étapes pour vous préparer avant la rencontre, durant la rencontre, après la rencontre, ainsi de suite. Vous avez la présentation de l'année dernière et on va la remettre à jour là, cette année là, avec les nouveaux ajustements. Là, justement, c'est un dossier qui chemine, toujours en collaboration avec les parents, les directions d'établissement, les élèves et l'ensemble des professionnels et enseignants. Donc, avant de laisser la place à la première portion, à Mélissa Boutier et Marie-France Forêt, toutes deux professionnelles, je tiens à prendre un petit 30 secondes pour vous souligner que cette semaine, c'est la semaine des enseignants. Donc, vu que vous êtes des parents présents ce soir, je vous encourage à laisser un petit mot là, pour les enseignants qui côtoient vos enfants au quotidien. Donc, je trouvais important de mettre de l'avant que c'était la semaine des enseignants là, jusqu'à vendredi. Donc, n'hésitez pas, puis vous pouvez propager les bonnes actions jusqu'à la fin de l'année, bien sûr. Donc, j'arrête mon partage et je laisse la place à Mélissa et Marie-France. Merci Geneviève. Geneviève travaille, Madame Marcoux travaille comme coordonnatrice au service éducatif. Alors, belle mise en bouche. Alors, on y va avec le pays. Attendez-moi une petite seconde, je présente le tout. Parfait, ça fonctionne. Alors, merci d'être là, chers parents, avec nous. Donc, on va aborder le plan d'intervention pour commencer ensemble. Qu'est-ce que le plan d'intervention? Bien, brièvement, là, un plan d'intervention, c'est souvent, plusieurs d'entre vous dans la salle possiblement connaissez ce qu'est le plan d'intervention. C'est un document, mais avant d'être un document, c'est un processus où on travaille en équipe avec vous et l'élève pour réfléchir, mieux comprendre les besoins de l'élève, réfléchir à des objectifs de travail pour soutenir l'élève dans sa réussite scolaire et trouver des moyens aussi. Alors, ce soir, on va brièvement aborder un peu quelle est votre place, des outils pour vous. Si vous êtes là, chers élèves, avec nous, on est heureux de vous accueillir aussi. Et on va parler aussi de la transition vers la vie active, communément appelée la TEVA. Alors, on y va maintenant avec à quel moment est-ce qu'on fait un plan d'intervention? Chez les enfants plus jeunes et même parfois plus âgés, le plan d'intervention n'est pas la première chose qu'on met en place.
Naturellement, les intervenants scolaires vont mettre en place des moyens, vont tenter des stratégies. Ils vont tenter de soutenir l'élève lorsque l'élève présente des défis. Donc, on ne va pas tout de suite nécessairement à un plan d'intervention, mais si on se rend compte que, par exemple, on a tenté des choses, on a essayé des moyens et on se rend compte qu'il faut absolument mettre, par exemple, des adaptations. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, par exemple, de l'adaptation, le temps supplémentaire, le tiers-temps. Bien, à ce moment-là, là, ça devient vraiment nécessaire de faire un plan d'intervention. Et il y a d'autres aussi situations lorsqu'on, par exemple, on réfléchit à modifier certains éléments dans le parcours de l'élève. Et aussi, on a une situation où parfois on a vraiment besoin de travailler davantage en équipe parce qu'il y a des enjeux majeurs dans la situation d'un élève. À ce moment-là aussi, on pense à un plan d'intervention. Mélissa, à toi. Merci. En fait, donc je suis Mélissa Boutier, conseillère pédagogique. En fait, depuis, déjà quelques années, on tente de plus en plus là, d'impliquer le jeune, dans son plan d'intervention, mais pas que non plus, en fait, au quotidien, dans son, rôle d'apprenant. Donc en fait, on souhaite par l'autodétermination, que l'élève prenne place sur le siège conducteur de sa vie. Donc, on avait tendance plutôt à ce qu'il prenne la place du passager, mais là, non, on lui donne les outils là, pour qu'il soit en contrôle de sa vie, notamment en sollicitant, là, en mettant en place des situations où il apprend à connaître ses besoins, à nommer ses défis, ses forces, à prendre part aux décisions, à nommer son point de vue, faire des choix. Donc, c'est au quotidien, en fait, que se développe l'autodétermination. Puis, on s'aperçoit que le plan d'intervention, c'est un excellent moment où, justement, le jeune peut déployer son autodétermination. Donc, voilà, il y a plusieurs acteurs qui gravitent autour du plan d'intervention qui sont tous hyper importants. Le premier, c'est pour ça qu'il est en grand. Donc, c'est l'élève. Donc, il est question de ses apprentissages, de son parcours scolaire. Donc, on souhaite le plus possible qu'ils prennent part à chacune des phases du plan d'intervention. On va vous présenter les phases là, dans quelques instants, mais on souhaite qu'ils fassent partie prenante là, des décisions, qu'ils soient en mesure de nommer ses défis, ses forces, ses besoins, etc. Quant aux parents, on est bien conscient et on assume que le parent est le premier responsable du bien-être de son enfant. C'est lui le premier expert. Donc, bien évidemment que votre participation, elle est essentielle, primordiale en ce qui concerne le plan d'intervention. Donc, dans chacune des étapes, dans la réflexion, dans la concertation, puis dans la réalisation du plan d'intervention, votre rôle est vraiment précieux. Donc, la communication, la collaboration avec l'école, elle est précieuse. Quant à l'école, en fait, ce sont tous les autres membres là, du personnel qui sont sollicités, qui interviennent auprès du jeune. On peut penser à la direction, évidemment à l'enseignant titulaire de votre jeune, mais aussi on peut penser aux spécialistes, parfois aux professionnels. Donc, à toute autre personne là, qui pourrait là, apporter une contribution là, pour le plan d'intervention. Voici les phases. En fait, la première étape, avant de déployer le plan d'intervention, comme Marie-France le nommait précédemment, on doit se questionner. Est-ce que les interventions qu'on doit déployer s'inscrivent à l'intérieur d'un plan d'intervention ou si on peut les mettre en place avec un autre outil, d'une autre manière? Parfois, c'est nécessaire d'aller vers un plan d'intervention. Dans ce cas-là, on va passer à l'étape qu'on appelle collecte et analyse de la situation. Donc, on va aller récolter toutes sortes de données pour être en mesure de cibler les besoins prioritaires de votre enfant. Donc, à ce moment-là, vous êtes interpellé à parler là, de l'histoire de votre enfant, de son parcours, de ses forces, de ses défis, de ce que vous vivez à la maison. Et à l'école, on fait ce même travail. Lorsque cette période de collecte est effectuée, ça peut prendre plusieurs semaines, là, on passe à la partie concertation. En fait, c'est le moment où tout le monde se rassemble pour se concerter, décider, donc avec votre enfant, bien évidemment, et vous, quels seront les objectifs qu'on va cibler et quels seront les moyens qu'on va déployer pour atteindre ces objectifs-là. Donc, cette phase-là, c'est la phase de concertation. Par la suite, la réalisation, c'est tout ce qui se fait au quotidien. Donc, la mise en place, la mise en action des moyens et la régulation. Donc, est-ce que ce moyen-là fonctionne? Est-ce qu'on continue? Comment ça se passe à la maison, etc. On appelle cette phase de réalisation.
Et ensuite, à un certain moment, on peut se réasseoir, on révise, on se questionne, est-ce qu'on continue sur ce chemin-là ou est-ce que finalement un objectif a été atteint et puis on va choisir un autre objectif, soit pour un autre besoin ou pour aller peut-être peaufiner là, le besoin qui avait été ciblé. Donc, voici ces phases-là qui concernent le plan d'intervention. Au centre de service, pour vous aider là, dans tout ce vocabulaire et ce plan d'intervention qui peut être parfois complexe, on a créé un outil, un feuillet parent qui est disponible, là, où Geneviève vous l'a montré là, sur le site du Centre de service scolaire de Laval, un feuillet d'information à votre intention. Est-ce que tu veux le partager, Marc, s'il vous plaît? Certainement. Voilà. Merci. Donc, tu peux descendre. Au début, donc, on vous détaille là, tout ce que j'ai nommé, là, en fait aussi ce que Marie-France a nommé, qu'est-ce qu'un plan d'intervention, dans quel contexte on doit déployer un plan d'intervention, ce que ça contient, etc. là. Donc, on y va vraiment là, dans le détail, qui participe, comment ça se déroule, tout ça. Une fois que vous avez lu ces explications-là, il y a les étapes dont on vient juste de discuter. Viennent ensuite les rôles de manière un petit peu plus spécifique. En premier, le rôle du parent. Donc, les mêmes phases là, reviennent, mais avec un détail et des exemples pour chacune de ces phases-là. Par exemple, dans la partie investigation, nommer à la direction ou à l'enseignante les défis vécus par mon enfant. Donc, ça fait partie de la phase investigation. Dans la phase collecte, on voit notamment examiner les travaux, les bulletins, observer mon enfant au quotidien, relever des éléments dans l'histoire développementale de mon jeune, etc. Et pour s'y retrouver, on est chanceux parce qu'il y a une équipe de chercheurs, Nancy Gaudreau, qui a créé notamment une feuille de route qui est présentée là actuellement où vous avez plein d'outils juste pour que vous ayez vraiment tout le nécessaire là, pour bien jouer votre rôle, pour que vous soyez plus en mesure de participer, puis que vous soyez au fait de ce qu'est un plan d'intervention, comment on s'y prépare. Donc, il y a plein d'outils. Quand on voit le petit triangle là, dans un rectangle, ça, c'est un lien qui amène à une vidéo. Donc, tous les outils qui se situent à droite de la feuille de route sont des liens cliquables qui vous amènent vers différents outils. Quand il y a le petit sigle pour le vidéo, ben en fait, là, c'est une vidéo qui vous est présentée. Mais comme ils sont très généreux, ces chercheurs-là, ils ont aussi décidé de faire un vidéo explicatif. En fait, c'est une courte formation qui dure 1 heure, qui est accessible aussi, que voici. Donc, pourquoi et comment participer à la démarche du plan d'intervention de mon enfant à l'école? Donc, on vous en parle pendant une belle grosse heure. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus là, après le petit 30 minutes, ben, vous pourrez aller visionner ce vidéo, qui est super bien fait d'ailleurs. Donc, si on revient au document du feuillet parent, excusez-nous, on est un peu dans différents, c'est ça, le virtuel, hein, on se promène d'une page à l'autre. Donc, parfait, on y va? Oui, dans le feuillet parent, donc suite à la section pour le parent, il y a la section pour l'enfant parce que nous, on souhaite vraiment que l'enfant prenne part au plan d'intervention qui le concerne, qui est fait pour lui, en partie aussi par lui. Donc, c'est le même principe. Il y a des exemples, des spécificités dans chacune des bulles, donc dans chacune des phases du plan d'intervention. Et encore une fois, il y a une feuille de route créée par les chercheurs où plein d'outils sont proposés, mais à l'enfant. Donc, pour que lui aussi se prépare et prenne action dans son plan d'intervention. Donc, si tu as le goût, Marie-France, de cliquer dessus, je ne sais pas si tu l'avais ouvert, mais sinon, c'est exactement le même feuillet. En là, fait, c'est celle qu'on a présentée tout à l'heure. C'est le même format. Il y en a une pour le parent et celle-là, c'est pour l'élève. Exact. Ouais. Et donc, l'élève a aussi accès à certaines vidéos et à toutes sortes d'outils. Donc, mon portrait, une carte pour apprendre à se connaître. Il y a même des moyens pour qu'il puisse nommer certains moyens là, qui pourraient lui être utiles là, pour le plan d'intervention. Donc, vraiment, c'est super détaillé. Puis, le jeune, il peut participer activement. Donc, voilà, vous pourrez l'aider, là, évidemment, si jamais il y a certaines sections qui nécessitent d'être remplies. Si on descend encore un petit peu plus bas, là, j'essaie de faire vite, je suis désolée, j'y vais pas dans le détail, là, mais on présente cette fois-ci
Donc, de la même manière, les rôles des autres intervenants, donc des intervenants scolaires. Donc, dans Investiguer, ils ont la tâche notamment d'analyser la situation de l'élève, de déterminer le besoin ou non d'établir un plan d'intervention. D'ailleurs, c'est la direction qui a la décision finale quant à l'ouverture ou non du plan d'intervention. Donc, évidemment que cette décision se prend en collaboration avec vous et les autres acteurs, mais quand même, c'est l'imputabilité, lorsqu'on dit qui en est responsable, ultimement, c'est la direction de votre établissement scolaire. Donc, voilà pour la partie concernant les autres acteurs. Et finalement, on vous donne accès à une panoplie d'outils pour mieux comprendre le plan d'intervention sous toutes ses facettes. Et il y a accès en dernier à une formation J'ai mon plan. Cette formation-là, elle est gratuite. Il y a une section qui vous concerne, mais il y a aussi une section qui concerne les intervenants scolaires. Donc, par exemple, moi, j'ai suivi cette formation-là et maintenant, je suis une formatrice de J'ai mon plan. Il y a des psychoéducateurs qui ont suivi cette formation-là, etc. Donc, en fait, ce sont pas mal nos orientations là, en tant que centre de service. On s'appuie sur J'ai mon plan. Si on reprend la présentation PowerPoint, et après, j'arrête de vous faire promener partout dans le document. Alors, on se retrouve tout de suite ici. Oui, exact. En fait, là, dans la phase de réalisation, une fois qu'on s'est assis tout le monde ensemble pour établir les objectifs et les moyens au quotidien, comment ça fonctionne, en fait, c'est qu'on met en place évidemment les moyens de manière systématique. On observe, on consigne. Ça, c'est un travail surtout fait par l'enseignant, évidemment, qui est au quotidien à l'école avec votre enfant. Et on évalue. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que ça a besoin d'ajustement ou non? Et toute cette étape-là de la phase de réalisation doit se faire en communication avec vous. Donc, avec une communication relativement régulière. Donc, c'est sûr qu'on souhaite que la relation école-famille soit positive. C'est indispensable. Tu peux poursuivre. Et je vous passe la parole. Je pense que c'est à Geneviève. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Bonsoir plutôt. En fait, je vais parler très rapidement de la démarche TEVA parce que, premièrement, on sait que votre enfant est encore jeune et vous allez entendre toutes sortes d'informations ce soir, donc on ne veut pas trop en ajouter, mais c'était quand même très précieux pour nous que vous entendiez parler de cette démarche-là pendant qu'on vous présente le plan d'intervention, puisque au secondaire, en fait, le plan d'intervention peut mener à l'ouverture d'une démarche TEVA. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est à mesure, dans le fond, que notre enfant va vieillir. Donc là, il va arriver au secondaire, on lui laisse le temps d'arriver, il va vivre ses expériences. Dans cette transition-là, peut survenir, en fait, des besoins qui vont toucher d'autres sphères que l'académique. Alors, on parle vraiment, par exemple, au niveau de l'employabilité, les sphères sociales, l'autonomie résidentielle, toutes sortes de sphères qui peuvent devenir préoccupantes pour certains élèves. Parce que, évidemment, la démarche TEVA, en fait, ce qu'on vient faire, c'est on vient préparer la transition du secondaire vers la fin de sa scolarisation. Donc, lorsqu'il ne sera plus avec nous dans les écoles secondaires, on vient préparer cette transition-là. Et pour certains élèves, d'avoir une certaine forme d'accompagnement peut être suffisant parce qu'ils vont avoir quand même le plan d'intervention en place, mais aussi dans leur école, à travers les cours qu'ils vont avoir, ils vont apprendre, ils vont rencontrer un conseiller d'orientation pour préparer, par exemple, vers un autre milieu scolaire. Mais pour certains, on va quand même sentir que cette transition-là, cette étape-là peut être un petit peu plus difficile à vivre et ils vont avoir besoin d'avoir un peu plus d'encadrement et de préparation. Donc, ce qu'on voulait vous dire, en fait, c'est dans la démarche de plan d'intervention pour certains élèves au secondaire, il y a la démarche TEVA qui existe, où est-ce qu'on vient préparer le projet de vie de votre enfant vers la fin de sa scolarisation. Tout comme pour le plan d'intervention, c'est vraiment la direction d'école qui est imputable et responsable de la mise en œuvre de cette démarche-là. Mais, encore une fois, on vient entourer l'élève, la famille et on vient aussi mettre des partenaires dans le coup, dans le fond, qui peuvent venir nous soutenir dans cette transition-là. Alors, ce qu'on voulait seulement vous dire, là, vraiment très rapidement, en fait, ce soir, c'était vraiment juste que vous ayez ce terme-là en tête
Et si vous avez des questions éventuellement, là, quand il va arriver dans son parcours ou des préoccupations, si vous vous demandez, ah, est-ce que mon enfant, dans sa transition, lorsqu'il terminera le secondaire, y a-t-il des choses est-ce que c'est une démarche TEVA ou non? On vous invite vraiment à en parler avec votre équipe école, l'équipe école de votre enfant, en fait, pour vraiment aller valider si on a besoin d'ouvrir cette démarche-là pour votre jeune. Et à la prochaine diapo, en fait, on voit aussi, dans le fond, dans le plan d'intervention ou le plan d'intervention TEVA, donc c'est toute une démarche de pays, ce sont vraiment deux processus qu'on peut venir couvrir différents éléments qui vont avoir vraiment un impact sur un impact scolaire, mais également social, et éventuellement vers la transition de l'école vers la vie active. Donc, on peut le voir, ça peut autant couvrir les apprentissages scolaires, le développement social, le comportement, les besoins affectifs. Au niveau de l'organisation, la préparation vers l'autonomie fonctionnelle, donc autant vers l'appartement que l'autonomie dans la classe. Donc, voilà pour mon petit moment TEVA. Merci Geneviève. Et je terminerai cette courte présentation sur le plan d'intervention avec des suggestions, d'idées. Vous êtes les experts de vos enfants, vous êtes des partenaires précieux. Et donc, dites-vous que lorsque vous intervenez, des fois par des petites choses, des petites stratégies à la maison, comme par exemple de soutenir vos élèves en leur offrant des choix, bien, vous contribuez fortement au développement de leur autonomie et ça a un impact sur la réussite des jeunes avec qui on travaille. Alors, que ce soit par exemple des idées très simples, de l'ordre chez les enfants plus jeunes. Est-ce que de leur donner le choix de faire leurs travaux à la maison, est-ce que c'est avant une collation, après une collation, après être allé jouer dehors et de les amener aussi à se connaître mieux et à prendre conscience de qu'est-ce qui les aide à réussir, qu'est-ce qui les aide à mieux se concentrer. Par exemple, c'est sûr que c'est des interventions qui sont judicieuses et précieuses pour soutenir la réussite de votre jeune. Travailler au niveau de stratégie, les consignes. Tu sais, comme parents, des fois, on a l'impression qu'on répète. On répète souvent. Bien, je vous donne une stratégie que vous pouvez expérimenter sans nécessairement avoir l'attente que ça va fonctionner magiquement tout de suite, mais d'annoncer à votre enfant, puis selon son âge, c'est sûr que les attentes sont différentes, qu'au lieu de répéter une consigne, bien, vous allez les inviter, eux, à imaginer ce que vous leur avez demandé de faire, donc de l'imaginer, puis ensuite, vous pouvez leur demander d'essayer, eux, de vous redire ce qu'ils doivent faire. Alors là, vous êtes en train de soutenir le développement de leur mémoire. Et enfin, la petite horloge que vous voyez, eh bien, lorsque vous amenez vos enfants à être capables de lire l'heure, d'estimer le temps, de se dire, hey, combien de temps est-ce que je pense que ça va me prendre pour faire ce devoir de mathématiques-là? Est-ce que je suis capable de me repérer sur l'horloge? C'est aussi des interventions précieuses qui soutiennent leur développement intellectuel et qui vont avoir un impact, c'est sûr, vous ne perdrez pas votre temps de travailler comme ça en les amenant à faire des choix, à apprendre à lire l'heure, à mieux utiliser leur mémoire. C'est très utile pour la réussite scolaire. Alors, cela complète notre partie liée au plan d'intervention. Alors, merci Marie-France, Geneviève et Mélissa pour la première partie. Pour la deuxième portion, c'est Geneviève Dufour qui va prendre la pôle. Je vous rassure, ceux et celles qui ont des problèmes techniques au niveau de la vidéo, si vous nous faites juste nous entendre, en fait, le tout va être déposé sur le centre de service scolaire, mais pour l'instant, tout fonctionne pour la grande majorité. Donc, Geneviève, je te passe la pôle. Bonsoir, chers parents. Donc, je vais partager moi aussi mon écran. Est-ce que c'est partagé, Geneviève? Oui, parfait. Donc, ça s'en vient, un petit délai. Je vais recommencer. Il y a eu un petit problème technique. Ça ne sera pas long. C'est noir, hein? C'est noir, mais sinon, moi, je peux prendre ta présentation, Geneviève. Est-ce que tu veux?
Oui, Ben je oui, pense que je ne sais pas pourquoi. C'est ça. je suis dans le diaporama. Attendez, je vais mettre en présentation. Donc, en attendant que Geneviève mette la présentation à l'écran, je me présente. Moi, en fait, je suis Geneviève Dufour. Je suis conseillère pédagogique au Centre de services scolaires. Merci, Geneviève, de Laval, dans l'équipe d'adaptation scolaire. Donc, ce soir, je vous présente en grandes lignes, en fait, le code matière modifié qu'on voit au bulletin pour certains élèves. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous. Les intentions de ma petite capsule ce soir, on en a 4. Donc, la première intention, c'est de bien comprendre la modification des attentes du programme. Donc, on va répondre à certaines questions. Donc, qu'est-ce que c'est, en fait? C'est pour qui? On met ça à quel moment? Et pourquoi? Mettons-nous un code matière modifié. La deuxième intention, c'est de connaître les effets du code matière modifié sur le cheminement scolaire de l'enfant. La troisième intention est de comprendre la note au bulletin lorsque l'élève a des attentes modifiées. Puis finalement, la dernière intention est de reconnaître la modification au bulletin. Donc, commençons tout de suite par la première intention qui est de mieux comprendre la modification des attentes du programme. En fait, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle de modification des attentes au programme? Modifier, là, c'est réduire les attentes par rapport aux exigences du programme de formation de l'École québécoise, c'est-à-dire du PFEQ. Pour y arriver, l'équipe école va déterminer des attentes personnalisées pour l'élève en faisant des choix. Donc, à partir du PFEQ, à partir de la progression des apprentissages et aussi des cadres d'évaluation. Donc, on va définir des attentes selon les besoins et les capacités de l'élève. Donc, c'est vraiment personnalisé. Les choix qu'on va prendre vont servir autant pour l'enseignement que pour l'évaluation des apprentissages. Puis, en plus, l'équipe, donc l'enseignante, va donner tout le soutien dont l'élève a besoin pour que l'enfant puisse réaliser ses apprentissages et réaliser ses évaluations. Donc, on va offrir un soutien qui est intensifié pour permettre à l'enfant qui est en code matière modifié de progresser dans ses attentes personnalisées. Des exemples ici de modifications qu'on pourrait retrouver pour un élève. Tout d'abord, en lecture, on pourrait reformuler ou résumer l'information à l'élève. Par exemple, si l'élève doit lire un texte, on pourrait reformuler dans des mots plus simples ou résumer le texte à l'élève pour l'aider à bien comprendre ce qui a été lu. On pourrait aussi indiquer à l'élève où trouver la réponse dans le texte. Par exemple, tu vas trouver dans le premier paragraphe la réponse à la question 1, ou bien tu vas trouver la réponse dans les 3 premières lignes du texte ou dans les 10 dernières lignes du texte, tout dépendamment du besoin de l'élève. On pourrait aussi lire le texte à l'élève de façon expressive, mais en insistant sur l'information qui est importante. Donc, pour mettre vraiment la lunette sur ce que l'élève doit retenir pour pouvoir répondre aux questions, par exemple. Et on pourrait aussi fournir à l'élève des textes qui sont plus courts, donc avec moins de mots, mais aussi qui sont moins complexes à lire et à comprendre. En écriture, on pourrait permettre à l'élève d'avoir recours à un scripteur lors d'une situation d'écriture, c'est-à-dire à quelqu'un qui va écrire pour lui, soit un père de la classe ou un intervenant. En mathématiques, comme modification qu'on pourrait apporter, on pourrait préalablement souligner les informations qui sont importantes pour résoudre le problème mathématique. On pourrait également choisir un domaine numérique restreint, c'est-à-dire des nombres plus petits. On pourrait supprimer, donc retirer des données qui sont superflues, c'est-à-dire qui ne servent pas à faire le problème, ou également retirer une étape du problème mathématique. Donc, ce sont des exemples de modifications qu'on pourrait apporter à un élève. Modifier, en fait, ce qui est vraiment, vraiment important à retenir, je pense, de la présentation, c'est que ça ne signifie pas d'utiliser du contenu du programme d'un cycle ou d'une année antérieure. C'est-à-dire que si votre enfant, par exemple, est en âge 5e année ou en âge 6e année, l'enseignant, lorsqu'elle est en modification avec votre enfant, elle ne fait pas de la 2e année ou de la 3e année ou de la 4e année. En fait, c'est qu'elle va faire le niveau scolaire de l'élève, donc soit de la 5e ou de la 6e, mais elle va venir faire des choix au regard, dans le fond, des éléments de la 5e année ou de la 6e année, tout dépendamment d'où l'élève est rendu dans son année scolaire. Donc, elle va venir faire des choix dans le contenu du programme,
ça pourrait être au niveau des composantes des compétences, au niveau des critères d'évaluation. Puis, elle va porter un regard évaluatif en lien avec les choix qu'elle aura faits. Donc, si on regarde les deux dessins qu'on voit à l'écran, celui de gauche, c'est en fait la partie bleue, le cercle complet, c'est l'ensemble du programme, donc l'ensemble du PFEQ. Pour un élève, l'enseignante pourrait faire des choix dans une pointe de tarte. Donc, elle pourrait enseigner plusieurs éléments du programme, mais venir porter un regard évaluatif sur une petite pointe de tarte, par exemple. Ou à droite, ce qu'on voit comme cercle, là, on voit que le cercle vert couvre un petit peu de tout le cercle bleu, mais pas dans son entièreté. Donc, l'enseignante pourrait aller chercher des éléments un peu partout dans le programme, mais venir porter vraiment un regard évaluatif sur une partie ciblée, donc sur la partie verte. Pour qui mettons-nous en place un code matière modifié? En fait, on met un code matière modifié pour l'élève qui, malgré la mise en place de flexibilité, parfois aussi la mise en place de moyens qui sont inscrits à son plan d'intervention. Tantôt, Marie-France et Mélissa parlaient de mesures d'adaptation qui sont inscrites au plan d'intervention. Donc, malgré la flexibilité, malgré les mesures adaptatives, l'élève n'atteint pas les exigences minimales du programme. De plus, c'est envisageable le code matière modifié pour l'élève qui va présenter des difficultés d'apprentissage qui vont perdurer dans le temps. Et l'élève va avoir accumulé un retard significatif qui se traduit par des échecs dans une ou plusieurs matières. Donc, si on clique une fois, Geneviève. Il y a un petit délai. Ah oui. Quand on parle de flexibilité, en fait, je vous explique. La flexibilité, ça s'adresse à tous les élèves de la classe, dans toutes les matières. Donc, ce n'est pas ce qu'on va voir au plan d'intervention de l'élève. C'est vraiment une souplesse qui va permettre à l'enfant d'avoir des choix, donc de pouvoir réaliser des tâches avec certains choix. Par exemple, si on est en mathématiques, l'enseignante pourrait permettre aux élèves d'utiliser différents matériels de manipulation pour faire la tâche. Donc, c'est une flexibilité pédagogique. Ou bien en écriture, on pourrait permettre à l'élève d'écrire sur le sujet de son choix, par exemple. Donc là, on est en flexibilité. Quand on parle de mesures adaptatives, tantôt Marie-France en a parlé, c'est vraiment une mesure qui est un ajustement essentiel pour l'élève pour lui permettre de progresser. Par exemple, le tiers de temps supplémentaire qu'on a parlé un peu plus tôt, ou un outil d'aide technologique, donc une synthèse vocale qui va lire le texte à l'élève pour que l'élève puisse répondre à des questions. Donc, si l'enfant on met en place pour cet enfant-là des mesures flexibles, des mesures d'adaptation et malgré tout, l'enfant ne réussit pas à atteindre toutes les exigences minimales du programme, puis que l'écart se creuse, perdure dans le temps, alors c'est à ce moment-là qu'on pourrait réfléchir à mettre en place un code matière modifié pour l'élève. Donc, quand? C'est suite à une démarche d'analyse. C'est très important, en fait. C'est une équipe multidisciplinaire qui va prendre la décision, c'est-à-dire un groupe de professionnels qui vont collaborer ensemble, mais les professionnels vont aussi collaborer avec vous, les parents, et avec l'élève aussi, s'il en est capable. Donc, quand on parle de professionnels, on a les enseignants, on a la direction, on a par exemple le conseiller ou la conseillère pédagogique, on a également les TES, etc., tous les professionnels qui œuvrent auprès de l'élève, et le parent et l'élève qui vont discuter ensemble et qui vont en concertation décider ou pas de modifier les attentes lorsque l'écart va se creuser entre les exigences du programme et les résultats de l'élève. Ce qui est important à retenir, Geneviève, tu peux cliquer une fois. Il y a un petit délai ce soir. Ce qui est important à retenir, c'est que cette décision-là doit être prise dans le cadre de la démarche du plan d'intervention. Donc, au cœur du plan d'intervention, nous allons voir que l'élève a des codes matière modifiés. On va également voir quels sont les moyens qui sont des mesures de modification. Et cette décision-là doit être révisée périodiquement pour s'assurer que c'est toujours le meilleur choix pour permettre à l'élève de développer ses compétences. Donc, au moins une fois par année, quand on s'assoit en équipe, on doit réfléchir et s'assurer que la modification est toujours la bonne action à mettre en place. Pourquoi on décide de mettre en place un code matière modifié pour un élève? Tout d'abord, pour soutenir les apprentissages et développer les compétences de l'élève.
Pour permettre aussi à l'élève de progresser à son rythme, vous voyez à gauche les petites marches. Moi, j'aime beaucoup cette image, hein, c'est-à-dire que au lieu d'avoir un grand écart pour arriver à pouvoir atteindre la cible, on va permettre à l'élève de micro-graduer, donc pour qu'il puisse monter une petite marche à la fois, mais vivre des réussites à ce moment-là. C'est pour préserver en même temps son estime de soi, son sentiment de compétence et pour stimuler la motivation à apprendre. Quand on est en modification des attentes, ça vient valoriser davantage la réussite éducative plutôt que seulement la réussite scolaire. Donc, si on clique une dernière petite fois, quand on parle de réussite éducative, c'est vraiment en lien avec les 3 missions de l'École québécoise. Donc, on n'est pas uniquement dans la réussite scolaire des notes qu'on voit au bulletin, mais on est vraiment dans le socialiser, le qualifier et l'instruire. Donc, ça va englober autant le potentiel de la personne dans ses dimensions intellectuelles, cognitives, affectives, sociales et physiques. Donc, on va vraiment venir travailler tous ces aspects-là auprès de l'enfant. On est rendu à la deuxième intention de la présentation, c'est-à-dire connaître les effets du code matière modifié sur le cheminement scolaire. Dans la troisième présentation qui va suivre, en fait, celle après moi, il va y avoir mon collègue Julien qui va présenter les différents parcours. Donc, je vous présente rapidement. Là, il va y avoir, oui, des petites animations. Donc, si par exemple, votre élève, en fait, je commence avant l'animation, on pourrait offrir à un élève qui est en code matière modifié des parcours diversifiés, rendus à l'âge de 15 ans. C'est-à-dire, si l'élève a des codes matière modifiés qui persistent jusqu'à la fin du premier cycle du secondaire, donc jusqu'à 15 ans, on pourrait lui offrir différents parcours scolaires. Donc, à la fin du premier cycle du secondaire, si votre élève fréquente, par exemple, là, tu peux commencer à appuyer Geneviève, il va avoir des petites animations. Si l'enfant est en classe spécialisée, en classe tremplin ou même en première, deuxième secondaire, on pourrait lui offrir différentes possibilités. Donc, entre autres, on pourrait l'amener vers, à gauche de l'écran, le parcours de formation axé sur l'emploi qu'on appelle le PFAE, dans deux différents champs, soit la formation préparatoire au travail, la FPT, ou la formation menant à l'exercice de métier semi-spécialisé, la FMS. Donc, dans ce cas-ci, si l'enfant se dirige vers le PFAE, donc le parcours de formation axé sur l'emploi, il va obtenir une qualification plutôt qu'une diplomation. Mais ça, mon collègue va vous en parler un peu plus à la prochaine présentation. Si jamais vous avez des questions à ce propos, vous pouvez toujours vous adresser d'ailleurs à un conseiller ou à une conseillère d'orientation qui pourra bien vous guider. Je m'excuse, mon écran est devenu noir. Je ne sais pas si ça fait la même chose pour vous, de votre côté. Oui, c'est noir, effectivement. Et j'ai aucun contrôle. Un instant, je vais arrêter le partage. Pas de problème. On va être rendu à la troisième intention. En fait, peut-être que quelqu'un parmi le groupe pourrait aller dans notre SharePoint pour voir si on peut le repartager. Un instant. Ça vient de réapparaître. Ah, merveilleux. Mais j'imagine. On l'a. Ah, merveilleux. Donc, la troisième intention de cette capsule, c'est de comprendre la note au bulletin lorsque l'élève a des attentes modifiées. Donc, lorsque l'élève a un code matière modifié, en fait, dans son bulletin, on va toujours voir une note en réussite. Ça va toujours être une note entre 60 % et 80 % parce que l'enseignant va cibler des objectifs personnalisés pour l'élève, mais en plus, elle va lui offrir tout le soutien nécessaire pour l'aider à réussir. Cependant, ce qu'il faut retenir, c'est que même si on voit des notes entre 60 et 80 % lorsque l'élève est en code matière MO, l'élève ne complète pas le programme dans son entier. Il ne complète pas le programme pour l'année scolaire, en fait. Sa réussite va être vraiment en fonction de ses objectifs personnalisés et non face à l'ensemble du programme. Donc, si on regarde les petits cercles en bas à gauche, mon élève 1 et mon élève 2 pourrait avoir entre 60 % et 80 %. Mais vous voyez, l'élève 1, il a été évalué sur la petite portion de tarte verte du programme, tandis que mon élève 2 a été évalué sur un petit peu plus au niveau du programme, mais tous les deux pourraient avoir une note qui se situe entre 60 et 80 %. Si tu cliques encore, Geneviève, une fois, je vais vous donner un exemple de barème. C'est juste pour vous donner une idée.
À gauche, dans la ligne du bulletin régulier, on voit que les élèves pourraient être en échec à 40-50 jusqu'à 80-90, même pour certains élèves 100. Lorsque l'élève accumule beaucoup de retard, puis qu'il est toujours à avoir 40-50 puis que l'écart se creuse et qu'on a pris la décision d'avoir un code matière modifié, bien là, on va se retrouver vers la colonne de droite. C'est-à-dire que notre élève, on va faire des choix ciblés, personnalisés pour lui dans son plan d'intervention. Puis dans son bulletin, ce qu'on va voir, c'est des notes qui se situent entre 60 et 80 Donc, s'il était en bulletin régulier, il sera en échec à 40-50 Mais étant donné qu'il est en code matière modifié, il va se retrouver dans la colonne de droite. Donc, s'il répond partiellement à ses attentes personnalisées pour lui, il va avoir, par exemple, un 60 S'il répond aux attentes, il va avoir une note se situant peut-être 65, 70. Et s'il répond de façon marquée à l'attente qui est fixée pour lui, il aurait une note de 80 Mais c'est toujours des notes en lien avec leur propre objectif. Donc, pas par rapport à l'ensemble du programme. Je vous présente la dernière intention qui est de reconnaître la modification dans le bulletin. Donc, dans le bulletin, lorsqu'on reçoit le bulletin de notre enfant, pour voir les distinctions vis-à-vis le code matière MO, il y en a plusieurs signes distinctifs. Tout d'abord, le code matière MO va toujours se terminer par MO, comme on le voit en haut à gauche. Donc, il se termine toujours par MO. Le chiffre juste avant, c'est le chiffre de son année de fréquentation scolaire. Donc, ici, c'est un élève d'âge 5e année. Donc, il est en 5e année MO et FRA pour français. Et ça se retrouve toujours en parenthèse. Donc, il est en français, 5 ans de fréquentation scolaire, donc 5e année, en programme modifié. Donc, ça, c'est vraiment le code pour le primaire. En plus de ça, on voit toujours un commentaire dans le bulletin qui va s'inscrire de façon automatique, qui va se lire à peu près comme suit. Donc, les attentes par rapport aux exigences du programme d'études ont été modifiées pour votre enfant, comme mentionné dans son plan d'intervention. Il y a 3 étapes, comme un bulletin à code régulier. Par contre, la distinction à faire, c'est que le résultat final, c'est les notes de l'étape 3 qui sont transposées au résultat final. Donc, l'étape 3 vaut pour 100 du résultat. Donc, l'étape 1 et l'étape 2 ne sont pas pondérées. On met des notes à l'étape 1 et l'étape 2 pour faire état de la progression de l'élève uniquement. C'est des notes qui sont en pourcentage, comme vous le voyez. Des notes qui ne sont pas en échec, donc entre 60 et 80. Et il n'y a pas de moyenne de groupe. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas comparer 2 élèves qui sont en code matière modifiée, étant donné qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes objectifs ou le même niveau de soutien pour réaliser leurs objectifs personnalisés. Donc, il n'y a pas de moyenne de groupe. On peut passer. En résumé, donc, vous allez toujours voir un code, le cours modifié, c'est toujours un code distinctif. En français, pas en français, au primaire, c'est ce que vous avez vu à la diapositive qu'on vient tout juste de voir. Donc, le code va toujours se terminer par un mot. Ensuite de ça, le chiffre avant ce code va correspondre à l'année de fréquentation scolaire. On ne retrouve pas de moyenne de groupe pour la discipline. Et il y a un commentaire qui indique que les attentes ont été modifiées. Quand vous allez arriver au secondaire, quand votre enfant va être au secondaire, pour illustrer le code matière MO au bulletin, ça va être un peu différent. Donc, au secondaire, le code court va se terminer par 0,0 parce que l'élève n'obtient pas d'unité pour la matière. Okay? Donc, c'est 0,0 pour 0 unité quand on est en modification. Le chiffre avant, le 0,0, va correspondre à l'année de fréquentation scolaire. Donc, ici, le 2 correspond à la 2e année du secondaire, donc 2e secondaire. Et on ne retrouve pas de moyenne de groupe non plus au secondaire pour la discipline. Et également, on va retrouver un commentaire qui va indiquer que les attentes ont été modifiées pour l'élève. Donc, voilà, c'était la petite capsule sur le code matière modifié. Geneviève, on pourrait peut-être déposer également sur le site la fiche parents qui explique, dans le fond, les grandes lignes de ce que je viens de présenter, là. Donc, le dépliant parent. Il pourrait être déposé également sur le site après la rencontre. Parfait. Merci beaucoup, Geneviève, pour la présentation. Donc, on a mis le contexte du plan d'intervention. Ensuite de ça, on est allé de façon plus pointue au niveau de la modification. Mais
c'est un processus, hein? Puis le parcours scolaire d'un élève, en fait, l'élève avance dans le système scolaire québécois et c'est rempli d'une multitude de ramifications. En fait, le système scolaire n'a pas de fin en soi. On peut étudier toute notre vie, puis chacun a son chemin. Donc, pour ça, je vais passer la parole à Julien Pontbriand, notre conseiller d'orientation au Centre de services scolaires, là, au service éducatif centralisé. Et je crois qu'il va être avec sa collègue Laurie Clavel, qui est conseillère pédagogique au programme de formation axé sur l'emploi. Donc, Laurie et Julien, je vous passe la parole. Certainement. Merci beaucoup. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, donc, Oui. Écoutez, merci déjà de m'accueillir, merci de nous présenter, mais je me représente encore. Donc, Julien Pontbriand, conseiller d'orientation au service éducatif, plus spécifiquement pour la clientèle du secteur jeune. Puis effectivement, ce soir, avec ma collègue Laurie Clavel, qui est conseillère pédagogique également au secteur des jeunes, on va vous présenter une courte capsule en lien avec les parcours scolaires au premier et au deuxième cycle du Centre de services scolaires de Laval. Donc, effectivement, comme ça a été mentionné, c'est quand même large. On va prendre le temps de regarder le détail en lien avec les différents parcours, les différents cheminements qui existent au Centre de services scolaires. Donc, avant, par contre, quelques rappels importants en lien avec les différentes trajectoires et le parcours. Donc, un élément important, donc le passage au secondaire, se vit généralement à l'âge de 12 ans pour les jeunes. La fréquentation scolaire est obligatoire pour tous les élèves jusqu'à l'âge de 16 ans et possible jusqu'à l'âge de 18 ans quand on parle du secteur des jeunes. Bien sûr, si on va à l'éducation des adultes ou à la formation professionnelle, on peut repousser l'âge limite. Les élèves qui sont reconnus comme handicapés par le ministère peuvent fréquenter le secteur des jeunes jusqu'à l'âge de 21 ans. Donc, malgré la règle des 18 ans au secteur des jeunes, un élève qui serait reconnu aurait le droit à quelques années supplémentaires au niveau du secteur des jeunes. Également, l'offre de cheminement scolaire est différenciée, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, afin de prendre en compte les besoins, capacités, champs d'intérêt et aptitudes des élèves. Donc, on s'efforce vraiment à mettre en place toutes sortes de programmes, toutes sortes de services, en fait, qui sont spécialisés. On va avoir l'occasion d'en regarder quelques-uns ensemble. Les élèves qui sont handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, on appelle ce regroupement-là souvent EHDAA, ils sont intégrés dans une école de l'horaire de desserte ou dans une autre école qui offre les services appropriés pour l'élève, souvent appelé un pôle de service à ce moment-là. Donc, je vous présente une illustration, puis quand on regarde ça, on se dit, mon Dieu, il y a beaucoup de choses en lien avec les cheminements qui existent au niveau du secondaire. Je vous rassure, on va prendre le temps vraiment de décortiquer. On n'ira pas dans le détail pour chacun des programmes, mais on va prendre le temps quand même d'analyser quelques-uns qui sont d'intérêt dans le cadre de la soirée. Donc, on disait qu'au niveau du secondaire, on a deux cycles, le premier cycle et le second cycle. Au niveau du premier cycle, on parle d'une durée de manière générale de 2 ans, mais il est possible pour certains élèves qui en auraient besoin d'allonger le temps ou la durée, de rendre ça jusqu'à 3 ans. Donc, on parle au niveau du premier cycle, c'est vraiment ce qui est dans l'encadré bleu ici au niveau de l'offre de service. Au niveau des classes et services spécialisés, j'attire votre attention sur l'encadré vert. Donc, on a plusieurs classes et services spécialisés qui sont offerts au centre de services scolaires. On va en regarder quelques-uns ensemble. Mais c'est important de mentionner que malgré, dans le fond, des efforts qui sont soutenus pour maintenir l'élève dans une classe ordinaire, il se peut que le référencement vers une classe spécialisée soit vraiment la meilleure solution pour favoriser le développement de l'élève. Donc, on peut voir qu'il y a certaines distinctions par rapport à la classe ordinaire, notamment le fait que l'élève qui est dans une classe spécialisée peut bénéficier en fait d'un nombre d'élèves qui est réduit par classe. Donc ça, vraiment, ça va favoriser le développement des connaissances, des apprentissages. Également, l'environnement va être structuré et adapté aux besoins des élèves. Et on va munir, par exemple, la classe d'un enseignant
en adaptation scolaire, donc un enseignant qui est vraiment spécialisé pour comprendre et agir en lien avec les besoins d'élèves qui ont des besoins particuliers. Dans tous les cas, peu importe le type de classe qui va être fréquenté, c'est important de mentionner que tous les élèves suivent le même programme, à savoir celui du programme de formation de l'École québécoise. Donc, l'élève qui est orienté vers une de ces classes, il va l'être suite à une recommandation, en fait, d'une équipe multidisciplinaire qui devrait inclure le parent et l'élève et tenir compte de son plan d'intervention. Donc, plusieurs exemples de classes spécialisées pour répondre aux besoins des élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation et d'apprentissage. On peut penser par exemple à la classe de soutien à l'apprentissage, la classe SA, la classe de soutien à l'autonomie et à la socialisation, la classe SAS, la classe de soutien au comportement, la classe SC, la classe de soutien émotif, SE, ou la classe de soutien langagier. Donc, il vous sera possible d'approfondir un peu votre compréhension de ces différentes classes lors de la deuxième partie de la soirée pour celles et ceux qui ont obtenu un lien de participation. Donc, on était vraiment, on demeure dans le premier cycle au niveau du secondaire. Je porte maintenant votre attention sur un autre service qui existe, qui s'appelle la classe tremplin, qui est dans l'encadré ou situé dans l'encadré orange. Donc, la classe tremplin, c'est un service qui est destiné aux élèves ayant eu des difficultés au troisième cycle du primaire. Donc, l'objectif vraiment de cette classe-là, c'est d'amener l'élève à réussir sa première année du secondaire à l'aide d'un service qui est accru. Donc, les élèves de cette classe, de manière générale, n'ont pas atteint les exigences minimales du troisième cycle du primaire. Donc, on a vécu certaines difficultés à la fin du primaire, en sixième année, en français et en mathématiques. Donc, les élèves dans cette classe-là vont effectuer les apprentissages de la première secondaire, mais encore une fois, dans un groupe où le nombre d'élèves est réduit. Donc, la classe tremplin, encore une fois, on peut vraiment le voir comme étant un coup de pouce pour aider l'élève à réintégrer en deuxième secondaire la classe ordinaire. Donc, on a discuté de plusieurs programmes et parcours. J'espère que vous tenez la route. C'est beaucoup de choses techniques, de beaucoup de termes. On va transiger maintenant vers le deuxième cycle du secondaire. C'est ma collègue Laurie Clavel qui va poursuivre. Donc, Laurie, je te laisse poursuivre. Oui. Merci, Julien. Donc, en effet, ça fait beaucoup d'informations, mais soyez assurés, une fois au secondaire, vous aurez l'occasion d'avoir d'autres présentations en lien avec les trajectoires. Donc, faisons maintenant un survol des trajectoires offertes au deuxième cycle du secondaire. Donc, à l'âge de 14 ou 15 ans, votre enfant va poursuivre son parcours scolaire au deuxième cycle du secondaire et à ce cycle, il existe plusieurs options. Donc, le système scolaire québécois a vraiment offre une certaine flexibilité, je pourrais dire, qui permet à tous les élèves, quelle que soit leur situation, de progresser à leur rythme, selon leurs besoins, selon leurs capacités, mais aussi selon leurs intérêts. Donc, par exemple, selon sa situation, un élève pourrait poursuivre son cheminement scolaire dans le parcours de formation générale. Donc, on retrouve le parcours de formation générale à droite du schéma afin d'obtenir son diplôme d'études secondaires, donc le DES. L'élève pourrait être assis dans une classe ordinaire pour suivre son cheminement, mais aussi dans une classe spécialisée selon ses besoins, donc suite à l'analyse de ses besoins, capacités. Donc, c'est aussi une possibilité pour certains élèves. Un élève intéressé par la formation professionnelle, c'est-à-dire une formation qui prépare l'élève à exercer un métier spécialisé. Je donne des exemples, ça peut être cuisinier, électricien, mécanicien, coiffeur, soudeur. Donc, ce sont des métiers spécialisés. Donc, un élève qui est intéressé par cette voie-là pourrait, une fois au deuxième cycle secondaire, s'inscrire à un programme qu'on appelle le PREDEP, afin d'aller chercher les préalables pour pouvoir s'inscrire à la formation professionnelle. Donc, je vais y revenir dans quelques instants.
Toujours selon les besoins, les capacités, les intérêts de l'élève, il est également possible de poursuivre son cheminement scolaire dans un parcours qu'on appelle le parcours de formation axé sur l'emploi. Donc, ma collègue Geneviève vous en a glissé un mot un petit peu plus tôt. Donc, dans le parcours de formation axé sur l'emploi que vous voyez, l'encadré vert à l'écran, donc on a 2 formations dans ce parcours. La première, la formation préparatoire au travail, donc FPT, et la deuxième se nomme la formation menant à l'exercice d'un métier semi-spécialisé, donc la FMS. Pour ce qui est de ces 2 formations-là, donc c'est offert dans une formule qu'on appelle alternance travail-études. Donc, c'est-à-dire que les élèves vont effectuer des stages dans des entreprises, donc à l'extérieur de l'école le plus souvent possible, tout en poursuivant leur formation générale à l'école. Donc, ce parcours permet aux élèves de cheminer à leur rythme, d'apprendre à mieux se connaître, de développer des compétences et des habiletés qui sont liées au marché du travail notamment. Une fois leur formation terminée, que ce soit la FPT ou la FMS, donc un certificat officiel du ministère de l'Éducation est remis aux élèves. Donc, nous sommes toujours dans le parcours de formation axé sur l'emploi. Comme mentionné, ce parcours offre 2 formations. Pour ce qui est de la formation préparatoire au travail, donc, c'est une formation qui s'adresse aux élèves de 15 ans et malgré le soutien offert à ces élèves-là au premier cycle du secondaire, ces élèves n'ont pas atteint les objectifs des programmes de français et de mathématiques du niveau primaire. Donc, pour répondre à leurs besoins, cette formation, qui est d'une durée de 3 ans, leur permet de poursuivre leur cheminement scolaire. Donc, ils vont avoir encore des cours de français, de mathématiques, d'anglais, sciences, histoire, mais ils vont aussi développer des compétences liées à l'autonomie, la participation sociale, puis également, ils vont développer des compétences liées au marché du travail. Donc, à partir de la 2e année de la formation, l'élève va faire des stages à raison de 2 jours par semaine pour développer des compétences et les 3 autres journées, il sera en classe pour sa formation générale. Donc, la formation est vraiment basée sur les besoins de chaque élève selon leur niveau, leurs capacités et leurs intérêts. Donc, c'est une possibilité pour certains élèves. Donc, nous parlions de la FPT. Maintenant, pour ce qui est de la formation menant à un métier semi-spécialisé. Donc, cette formation est toujours offerte pour les élèves d'au moins 15 ans. Ces élèves ont atteint les objectifs du primaire, donc en français mathématiques, mais pas ceux du premier cycle secondaire, toujours dans les mêmes matières, français mathématiques, malgré l'aide qu'on leur a apportée et le soutien. Donc, cette formation est d'une durée d'1 an et est offerte aussi en formule alternance travail-études. Donc, les élèves inscrits à cette formation poursuivent leurs apprentissages dans les matières de base, c'est-à-dire français, mathématiques, anglais, de la secondaire 2. Puis, ils vont réaliser des stages à raison de 2 jours par semaine dans des entreprises pour développer des compétences liées à des métiers qui sont semi-spécialisés. Donc, une fois la formation terminée, il y a plusieurs options qui s'offrent aux élèves. Par exemple, il y en a qui vont décider d'aller sur le marché du travail, donc occuper un emploi. D'autres vont poursuivre, c'est une possibilité, poursuivre en 3e secondaire ou encore s'inscrire dans un programme d'études professionnelles pour obtenir un DEP. C'est aussi une possibilité. Donc, c'était pour la FMS. Revenons maintenant au centre du schéma pour voir une autre trajectoire possible. Donc, un survol maintenant du prédep. Donc, un élève intéressé par la formation professionnelle.
donc comme je disais tantôt, là, qui permet d'exercer un métier spécialisé comme par exemple électricien, charpentier, menuisier, esthéticienne, soudeur, cuisinier, il y en a plusieurs. Donc, cet élève pourrait poursuivre son cheminement dans un projet comme le PREDEP ou encore le programme Études-Action. Donc, c'est une autre possibilité qui s'offre aux élèves. Pour ce qui est du programme, du projet PREDEP, donc PREDEP pour préparation au diplôme d'études professionnelles, ce programme-là vise à préparer les élèves de 15 ans à poursuivre leurs études en formation professionnelle pour obtenir un DEP, donc un diplôme d'études professionnelles. Donc, ça reste une option pour les élèves au 2e cycle. Les élèves de ce projet-là suivent le programme de français, mathématiques, anglais de la 3e secondaire. Donc, ce sont des préalables pour se diriger vers la formation professionnelle. Ils vont également avoir un cours d'exploration à la formation professionnelle et iront en stage dans des centres de la formation professionnelle à Laval. Donc, c'était la description du PREDEP. Vous retrouvez également études-action dans le schéma. Donc, études-action est une autre possibilité pour un élève qui a ses acquis de la 3e secondaire en français, maths, anglais. Donc, un élève pourrait débuter un programme de la formation professionnelle en concomitance. Donc, en étant encore au secteur jeune, il pourrait débuter un programme de la formation professionnelle. Alors, je n'irai pas plus loin pour cette option, mais sachez qu'à la fin du document de présentation, vous aurez un lien pour en connaître un peu plus sur cette option. Donc, de retour dans le schéma, donc vous avez vu, on a vraiment fait un survol de ce qui est possible. Donc, l'objectif était vraiment de vous présenter sommairement les trajectoires au secondaire. Comme je disais un peu plus tôt, dans les prochaines années, on va avoir l'occasion de vous rencontrer à nouveau, de vous présenter à nouveau les options possibles au secondaire, notamment au 2e cycle, et on pourra là, vous donner un peu plus d'informations de façon plus précise selon les besoins, intérêts, capacités de votre enfant. Donc, en terminant, il y a quelques points sur lesquels on voulait revenir, donc quelques points importants, donc en lien notamment avec le plan d'intervention. Il faut se rappeler que le parent, l'enfant et l'enfant doit être impliqué dans la démarche du plan d'intervention. Donc, c'est vraiment une démarche concertée entre vous, votre enfant et l'école, notamment en ce qui concerne le choix d'avoir une matière en code modifié, comme Geneviève l'a nommé un peu plus tôt. Donc, c'est une décision concertée et votre enfant a le choix d'avoir une note en modifié ou non. Alors, c'est vraiment une démarche concertée. Votre enfant progresse, votre enfant change, votre enfant vieillit et les besoins changent également. Donc, c'est pourquoi on réévalue la situation et le service offert à chaque année afin de s'assurer que l'on répond toujours aux besoins de votre enfant. Donc, ça, c'est bien important. Maintenant, donc, pour avoir un peu plus d'informations sur certaines informations qu'on vous a données, alors vous allez retrouver des liens lorsque vous aurez accès à la présentation vers des sites Internet qui vous informent notamment sur les programmes de formation professionnelle ou encore les programmes offerts au secteur des adultes. Et pour terminer, donc, il y a une ressource très intéressante, très pertinente pour les parents, donc qui se nomme Espace Parents. Vous allez retrouver sur ce site-là beaucoup d'informations, beaucoup de ressources en lien avec le système scolaire québécois, notamment en ce qui concerne le passage primaire vers le secondaire. Donc, je vous invite vraiment à aller le consulter. Voilà, ça termine la partie sur les trajectoires. Donc, je laisse la parole à Mme Marcoux pour la suite des choses. Merci, Laurie. En fait, j'apprécie le rappel que vous avez fait, là, les différents points à retenir. J'ajouterais, entre autres, et j'aimerais ça mettre
en lumière la collaboration des parents, des élèves là, dans l'aspect de la concertation du plan d'intervention. Un plan d'intervention, ça peut s'ouvrir aux besoins, ça peut se fermer aussi aux besoins si l'élève progresse et que ça se passe bien. Je retiens aussi que dans le quotidien, comme parent, vous avez un rôle à jouer pour permettre à vos enfants d'être en mesure de nommer leurs besoins, de nommer leurs forces, de nommer leurs défis. Ça, c'est un bout de chemin là, avec lequel on aimerait être main dans la main avec vous là, pour cet aspect-là. Puis, je prendrai aussi le temps de remercier les directions. Les directions sont des personnes avec les enseignants puis les autres intervenants là, avec vous dans la démarche de concertation du plan d'intervention. Mais je veux aussi mentionner que parfois, et ça peut arriver à plusieurs reprises, la direction ne sera pas présente à la régulation du plan d'intervention et c'est correct aussi parce que, étant donné le nombre, étant donné les situations, c'est avec l'analyse du dossier de l'élève là, puis de votre enfant. Donc, un plan d'intervention a une valeur juste. Peu importe si la direction est présente ou pas, c'est vraiment l'équipe école qui analyse le dossier de l'élève. Donc, je trouvais ça important de le nommer. Puis, je voulais aussi remercier les directions qui ont partagé dans leurs médias la soirée en fait, la conférence de ce soir. On a réussi à rejoindre, je vois au niveau des participants, on a 96 parents présents à cette soirée. On mobilise aussi plusieurs professionnels, je dirais, passionnés pour accompagner votre enfant. Donc, voilà. Gardons le fait de collaborer ensemble. Pour la deuxième portion, je vais partager mon écran pour vous situer. Donc, vous avez reçu une affiche avec le lien commun. Pour la portion de 20h à 20h45, c'est sur invitation pour les parents dont l'enfant fait partie d'une classe soutien à l'autonomie et à la socialisation, les classes SAS, soutien à l'apprentissage, une classe SA, soutien émotif SE, soutien langagier SL, déficience intellectuelle légère et troubles associés. Il va y avoir une rencontre, les parents ont été informés, une rencontre à un autre moment. Dans l'invitation initiale, il est prévu que le tout se déroulera à 20h. Avec notre horaire chargé de parents dans le quotidien, j'ai clavardé avec nos professionnels et on va ouvrir les salles à 19h50. Donc, ça vous laisse une petite pause. Ça laisse le temps aux professionnels de s'organiser pour bien vous accueillir dans votre salon virtuel. Donc, à 19h50, débutera les rencontres, les rencontres de groupe individuels selon le profil de votre enfant. Puis, si vous arrivez à 20h, il n'y a aucun souci, on va vous accueillir quand même, mais on pourra s'ajuster là, pour que vous puissiez, étant donné que vous êtes la grande majorité déjà présente avec nous. Donc, les liens vous ont été partagés. Si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous revenir au centre de services scolaires là, pour toute information. Donc, merci, chers professionnels, merci, chers parents, merci aux directions qui étaient présentes ce soir et bonne soirée.